Philippe Lamberts, bonjour. Vous êtes député européen, coprésident du groupe des Verts, un des forts en gueule ici au Parlement européen, prêt à chahuter aussi bien Emmanuel Macron que Viktor Orban. Et vous avez acquis le titre de l'homme le plus détesté de la City après avoir contribué à limiter les bonus des banquiers. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi de la marmelade, cette confiture typiquement britannique, aux oranges amères, amères comme le Brexit qui joue les prolongations. Il fallait vraiment les accepter, ces prolongations. Mais je pense que dès l'instant où, au sein du Conseil européen, personne n'était prêt à mettre Theresa May le dos au mur, avec pour résultat peut-être un Brexit sans accord, donc brutal, avant les élections européennes, je pense que l'autre branche de l'alternative, c'était d'accepter une prolongation longue, en fait d'imposer à Theresa May une longue prolongation, pour quelque part dégager le scrutin européen des tumultes potentiels d'une sortie du Royaume-Uni de manière désordonnée. Donc c'était quelque part une conclusion logique. Mais un accord avant le 31 octobre, c'est vraiment possible selon vous? Qu'est-ce qui va changer? Alors, cette date, elle est un petit peu arbitraire parce que initialement, Donald Tusk ou Jean-Claude Juncker pensaient au 31 décembre ou au 31 mars, ce qui créait le temps suffisant à un processus politique. Bon, Emmanuel Macron a fait de la résistance, il fallait bien lui donner quelque chose, donc on a réduit un peu ce délai, mais le 31 octobre, ça ne correspond pas à grand-chose. Donc autrement dit, si la tenue d'élections européennes au Royaume-Uni crée une dynamique politique peut-être en faveur d'un deuxième référendum, mais pour que ce deuxième référendum se matérialise, il faudra plus de temps que le 31 octobre. Donc probablement qu'on devra revenir à l'idée du 31 décembre, c'est possible, mais on verra bien. En tout cas, le souhait de tous mes amis britanniques, aussi bien les Verts que les nationalistes gallois ou écossais, c'est que ce deuxième référendum puisse avoir lieu et que finalement, le peuple britannique puisse décider soit d'accepter l'accord de séparation et donc de sortir de manière ordonnée de l'Union européenne, soit de le refuser, auquel cas le Royaume-Uni resterait membre de l'Union européenne. Mais donc les Britanniques vont devoir voter le 23 mai pour les élections européennes. Si je vous entends bien, ça pourrait être une espèce de référendum qui ne dit pas son nom. Oui, sans doute. Si des tas de Britanniques votent pour des députés opposés au Brexit, ça va changer la donne. En tout cas, ce sera un fait politique incontournable. Donc il faut voir. Mais en tout cas, pour l'instant, clairement, le Royaume-Uni devra organiser, puisqu'il sera toujours membre le 23 mai, il devra organiser le scrutin européen. Et donc, on verra quels sont les équilibres politiques. Je pense que les partis qui ont été très clairs sur la question du Brexit vont gagner. Autrement dit, à la fois les nationaux populistes de Nigel Farage, mais aussi les Verts, les Gallois, les Écossais, qui sont fermement favorables au maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Les deux grands partis, conservateurs et travaillistes, sont ambigus sur la question, puisqu'ils hébergent aussi bien des Remainers que des Brexiters. Et donc, ils seront plus difficiles à se positionner dans le débat européen, étant entendu que le parti de Theresa May est probablement celui qui prendra la plus grosse gamelle électorale, parce que c'est aussi Theresa May qui gère, ou plutôt s'abstient de gérer le processus de Brexit depuis 2 ans. Alors regardez cette photo, Philippe Lamberts, c'est le président des vrais Finlandais, un parti d'extrême droite en Finlande qui a manqué remporter les élections dimanche dernier. Finalement, ce sont les sociodémocrates qui ont gagné ces élections, mais c'était dans un mouchoir de poche. Les vrais Finlandais dénonçaient l'hystérie climatique, ils ont également surfé sur le dossier migratoire alors qu'il n'y a quasiment pas d'immigrés en Finlande. Qu'est-ce que ça présage pour les élections européennes? Alors d'abord, je reconnais bien le Paul Germain qui a des liens étroits avec la France. On ne gagne pas des élections à 17,5%. Je veux dire que les deux partis arrivés en tête sont à part égale les sociodémocrates et l'extrême droite à 17,5%. Si ça tombe, les Verts en Belgique feront mieux aux élections. Mais vous savez, gagner les élections, c'est pouvoir imposer ses vues et on n'impose pas ses vues avec 17,5%. Donc, vous savez, en effet, le fait de voir des partis nationaux populistes gagner en importance un peu partout en Europe est inquiétant. Mais enfin, on est loin des niveaux qu'on observe en Italie ou en Flandre, où 40% de l'électorat vote pour des partis nationaux populistes, entre Vlaams-Belang et N-VA. Mais c'est là qu'on est. Et donc, je ne vais pas dire, dormez en paix, bonnes gens, il n'y a que 17,5% d'extrême droite en Finlande. Ceci étant, ils ne sont pas en situation, un, de former le gouvernement, et deux, d'imposer leur vue au gouvernement qui sortira des négociations de coalition en Finlande. Vous avez évoqué les nationalistes flamands qui ont gouverné la Belgique avec le Parti libéral. Les nationalistes flamands, c'est pas l'extrême droite quand même. Écoutez, moi, ce que je retiens, c'est l'épisode de ce fameux traité des Nations Unies pour le pacte migratoire des Nations Unies. Ce que j'ai observé de la part de la N-VA sur cet épisode-là est typique du comportement de l'extrême droite. Je suis désolé de le dire, je ne dis pas que
tous les mandataires publics de la NVA sont des gens d'extrême droite, mais ce que je sais, c'est que dans des instants pareils, vous vous révélez tel que vous êtes. Et tel que vous êtes, là, sur le pacte mondial d'immigration, ça classe la NVA dans le camp des nationaux populistes européens. Clairement, ils sont nationalistes, ils sont populistes, ils sont donc nationaux populistes. Alors, les populistes, l'extrême droite voudraient créer un grand groupe ici au Parlement européen. On y retrouverait Marine Le Pen, les vrais Finlandais, Matteo Salvini. Est-ce que ça, c'est un danger pour l'Europe et un danger pour le Parlement européen? Est-ce qu'il pourrait bloquer le fonctionnement de l'institution? Alors, aujourd'hui, les nationaux populistes sont déjà bien présents au sein du groupe EFDD de Nigel Farage, au sein du groupe de Marine Le Pen, le groupe ENL, au sein du groupe ECR où siège bien sûr la NVA, mais aussi l'extrême droite suédoise, n'oublions pas, ou le parti Droit et Liberté en Pologne, et au sein même du PPE avec Viktor Orban. Donc le problème aujourd'hui, c'est que les nationaux populistes de droite ont gagné beaucoup de terrain lors des élections de 2014. Ils n'ont pas été en situation de bloquer les institutions du Parlement, mais c'est vrai que quand j'observe le fonctionnement des institutions européennes, je vais prendre la question migratoire. Le Parlement européen a voté de manière très majoritaire, à 2/3, une réforme asile et migration qui allie la solidarité et la responsabilité, qui veut gérer ensemble la question migratoire et qui veut répartir les demandeurs d'asile partout en Europe. On a trouvé une majorité pour faire ça. Ce que je constate, c'est que le Conseil européen, qui est notre co-législateur, donc les États, les 28 gouvernements de l'Union sont aujourd'hui incapables de décider. Pourquoi? Parce qu'ils acceptent le diktat de l'extrême droite. Ça, c'est la grande victoire de l'extrême droite européenne, c'est de bloquer non pas le Parlement européen, mais le Conseil européen. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. C'est vraiment grave. Philippe Lamberts, une petite boule surprise. Allez, une verte, hein. Que vous allez lire à haute voix. Alors, et sans crainte. Faut-il sauver Julian Assange? Je pense qu'il faut éviter que Julian Assange ne soit extradé vers les États-Unis. Autrement dit, clairement, le travail qu'a fait Wikileaks en termes de révélation de secrets d'État eh bien, est un travail de salubrité publique. Et j'entends encore des gens dire oui, mais enfin, il a été piloté de Moscou. Il est possible qu'un certain nombre d'éléments révélés par Wikileaks aient été sourcés par Moscou, mais je veux dire, quand il révèle que Hillary Clinton se fait payer $300 000 pour donner des discours aux grandes banques américaines, ça n'est pas une fake news, c'est juste une nouvelle un peu désagréable, enfin, dont la révélation est un peu désagréable. Par contre, le gouvernement, enfin, les autorités judiciaires suédoises ont des griefs à l'égard de Julian Assange. Je pense qu'il serait normal qu'il puisse s'expliquer devant la justice suédoise et que la justice puisse... Ah ben, s'il y a eu un non-lieu, c'est très bien ainsi. Et donc l'affaire est entendue. Mais en tout cas, pour nous, il ne doit pas être extradé aux États-Unis. Et je dirais, dans des circonstances où un national populiste est à la tête de l'exécutif aux États-Unis et veut justement... quelque part mettre sous contrôle la justice américaine, on le voit bien dans toute la question de l'influence russe dans la campagne électorale, ben je pense qu'il faut mieux s'abstenir d'extrader Julian Assange. Merci Philippe Lamberts d'être venu au bar de l'Europe. Un peu de marmelade? Ouf, non merci.